Madame, Monsieur, bonsoir. Est-ce la fin des tensions en Ukraine? C'est notre question ce soir dans votre émission Question d'actu. Les tensions semblent s'apaiser, en tout cas entre Moscou et Kiev, après l'annonce de Vladimir Poutine de ne pas vouloir de guerre, quelques heures après le retrait de certaines troupes postées à la frontière ukrainienne. Cela dit, et sans surprise, ce ne sera pas sans condition, en l'occurrence, que l'Ukraine abandonne le projet d'intégrer l'OTAN. Quant aux membres de ces derniers, de cette alliance atlantique, il n'y aurait aucun signe de désescalade sur le terrain. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a évoqué, je cite, des signaux mitigés. Même son de cloche côté US, Joe Biden s'est dit mesuré à propos du potentiel retrait russe de la frontière ukrainienne, affirmant même que la Russie maintiendrait une position menaçante et qu'une invasion pourrait avoir lieu. Mais la question qui se pose aussi, c'est si l'annonce russe symbolisait un décrescendo, cette fois diplomatique. Les Occidentaux ont en tout cas fait preuve d'une cohésion assez inédite, contrairement à la crise ukrainienne de 2003. Encore faut-il maintenir leur unité. Pas si simple face à Poutine, car on oublie souvent que la distance, et ça c'est purement géographique, que la distance qui sépare le nord du sud de l'Europe est plus grande que celle de l'Est vers l'Ouest. Et tout le long de cette ligne, eh bien, la Russie peut toujours jouer les déstabilisateurs. En tout cas, l'espoir de désescalade en Ukraine a eu son effet sur les marchés financiers, surtout sur les cours du brut et du gaz. Ce soir, nous allons analyser les tenants et aboutissants de cette crise qui a ravivé de vieux souvenirs de guerre froide. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau Hassan Alaoui, directeur et cofondateur du mensuel Maroc Diplomatique. Bonsoir Hassan Alaoui, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Et j'ai également le plaisir d'accueillir cette fois depuis Skype, par Skype plutôt depuis Paris, Alexandra Goujon, politologue, spécialiste de la Biélorussie et de l'Ukraine, également auteur d'un essai paru en novembre dernier qui est intitulé « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre ». Bonsoir à vous également, Alexandra Goujon. Merci de vous joindre à nous dans Question d'actu. Bonsoir. Alors, est-ce que le spectre de la guerre est derrière nous? Je commencerai peut-être par Alexandra Goujon. Le spectre de la guerre en Ukraine est, on va dire, a disparu après l'annonce de Vladimir Poutine? Je souhaiterais tout d'abord rappeler qu'il y a une guerre en cours en Ukraine. Suite à l'annexion de la Crimée et au développement du séparatisme à l'est de l'Ukraine, il y a eu un conflit tout d'abord très meurtrier en 2014-2015. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 14 000 morts liés à ce conflit, des milliers de blessés et beaucoup de réfugiés. Depuis 2015, ce conflit est un conflit de basse intensité entre ces territoires séparatistes et les territoires donc contrôlés par l'armée ukrainienne. Mais il y a des tirs le long de ce qu'on appelle la ligne de contact. Tous les jours, il y a régulièrement, toutes les semaines, des soldats qui décèdent. Donc pour l'Ukraine, la guerre, ou ce qu'on appelle, on va dire, en Europe, ce potentiel de guerre, est bien quelque chose qui fait partie du quotidien et de la réalité. Alors concernant ce qu'on pourrait appeler une éventuelle nouvelle invasion ou on va dire une poussée éventuelle donc des troupes russes sur le territoire ukrainien, en fait, là on remarque qu'il y a deux points de vue, puisque on a un point de vue américain relativement alarmiste, dont on ne sait pas trop en fait à quoi il sert aujourd'hui, si ce n'est, comme l'a indiqué un journaliste français, Piotr Smolar, de faire de la dénonciation préventive. Les élites ukrainiennes et le président Zelensky ukrainien sont plus mesurés dès le départ, dès le mois de novembre, et ils indiquent justement en interne qu'il ne faut pas céder à la panique et qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves aujourd'hui pour qu'on puisse parler, on va dire, d'une potentielle invasion. Alors les derniers développements, j'allais dire récents,
cette histoire de retrait des troupes. Je pense qu'il faut rester prudent. Il y a en effet depuis 2014 un déploiement militaire le long de la frontière ukrainienne, au nord, à l'est et au sud, qui est inédit. Et donc, essayer de décrypter s'il s'agit effectivement d'une volonté de faire pression sur l'Ukraine. Mais si je puis dire, cette pression est permanente. Et puis, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs, une pression aussi sur les alliés de l'Ukraine, qui sont aujourd'hui les États-Unis et les États membres de l'OTAN. Alors, les États membres de l'OTAN, on va en parler de manière beaucoup plus précise. Et justement, Hassan Alaoui, quand on parle de l'Europe, Madame Goujon a évoqué à juste titre la prudence, beaucoup de vigilance. Pour citer le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui parlait, en tout cas qui évoquait l'action, parce que les paroles, c'est bien, pour citer Jean-Yves Le Drian, mais nous attendons des actes, absolument. Pourquoi autant de prudence chez les Occidentaux aujourd'hui, surtout que on voit qu'il y a une certaine attitude du côté de Moscou qui tend vers l'apaisement? Écoutez, moi je pense personnellement qu'il y a, il y a un déplacement, si vous voulez, à la fois des termes du conflit et du langage. Et cette histoire, comme a dit Madame Goujon, elle ne date pas d'aujourd'hui, de toute manière. Cela, si on va loin dans l'histoire des relations internationales et de la géopolitique, on constatera, bien évidemment, que c'est un conflit, évidemment, qui remonte à très, très, très loin. J'irai même jusqu'à 1919, évidemment, quand la première République de Kiev a été proclamée, et quand, évidemment, ensuite, par la suite, il y a eu l'annexion pure et simple par Staline en 1939 de l'Ukraine, laquelle, annexion a été entérinée, si vous voulez, par les accords de Yalta, c'est-à-dire par les grandes puissances de l'époque, en 1945, entre Roosevelt, Churchill et Staline. Et donc, c'est une histoire qui nous fait revivre un petit peu, comme vous disiez tout à l'heure, et le rappelle Madame Goujon, qui nous rappelle tout simplement les termes de la guerre froide. Je voudrais, si vous voulez, rappeler une histoire qui revient en mémoire maintenant, c'est la crise des fusées de Cuba en 1961, quand évidemment, à l'époque, l'Union soviétique avait placé des fusées, puisque nous vivons le contraire aujourd'hui, des fusées face aux États-Unis, et qu'à l'époque, John Kennedy devait à tout prix réagir. Et on a vécu des semaines d'intenses, mais alors d'intenses, une crise très 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 grave qui évidemment, comme disaient les historiens, a failli nous jeter, si vous voulez, dans le gouffre d'une guerre, et qui, à l'époque, évidemment, c'était une guerre nucléaire, pratiquement unilatérale, parce que il y avait la puissance des États-Unis, et en face, il y avait la Russie l'Union soviétique de Khrouchtchev, qui évidemment, n'avait pas d'autre sens que, comme aujourd'hui, que de retirer ses fusées et de se dégager, si vous voulez, de cet endroit. Alors, aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas... il y a nécessité de rappeler, si vous voulez, ce parallèle et cette comparaison. Poutine, comme a dit Madame, on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie, sa décision de retirer certaines troupes et pas toutes les troupes. La volonté, sa volonté de reconduire un petit peu sa puissance perdue en 1991 après le démantèlement de l'Empire soviétique est évidente. Il veut reconquérir les territoires, et nous voyons qu'une... Il veut une nouvelle URSS, il veut une nouvelle Russie, pas soviétique, mais une nouvelle Russie, j'allais dire, qui remonte à loin, d'où vient le mot russe, c'est-à-dire en fait englobant toutes les provinces fidélisées à l'époque, depuis la révolution de 1917, et qui lui a échappé naturellement avec que Boris Eltsine a laissé partir en 1991, et qui constituait vraiment la force politique, mais militaire. L'une des conditions, c'était qu'il n'y ait pas d'OTAN, il n'y ait pas de pays, justement, de ces pays-là qui se joignent à l'OTAN. Alors, on ne sait pas aujourd'hui cette histoire de l'OTAN, d'intégration de Kiev à l'organisation militaire, l'OTAN, est un prétexte ou non pour Poutine. On ne sait pas. Lui, c'est le prétexte qu'il invoque. Et si, évidemment, il invoque ce prétexte, c'est que aussi il a des desseins d'agrandissement à terme,
parce que c'est ça, il veut récupérer son territoire. Parce que qu'est-ce qu'il y a autour, si vous voulez, de l'Ukraine? Il y a évidemment la petite Moldavie, il y a la Roumanie, il y a la Hongrie, et tous ces États appartenaient au pacte de Varsovie, ne l'oubliez pas. Donc, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'est-ce que M. Poutine pense réellement. Et donc, c'est là le nœud de la guerre. Et évidemment, on va avancer dans l'analyse et puis on va expliquer un petit peu comment ça se passe. Certainement. Peut-être une réaction, Madame Goujon, par rapport à ce qui vient d'être dit par mon confrère Hassan Alaoui. Et peut-être allons-nous même un peu plus. Qui aujourd'hui est du côté russe et pourquoi autant d'unité du côté des Occidentaux? Alors, moi je pense qu'effectivement, par rapport à ce qui a été dit, je pense que l'OTAN, pour la Russie, est considérée comme une menace. Et ça, c'est quelque chose que l'on a dans le discours russe, dans les médias russes, si je puis dire, voilà, dès le milieu des années 2000, et ce d'autant plus qu'en 2008, l'OTAN affirme que l'Ukraine pourra devenir membre sans donner de calendrier. Et sans donner ce que les Ukrainiens aujourd'hui réclament, et d'ailleurs la Géorgie également, c'est-à-dire le plan d'action pour l'adhésion. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un risque dans le futur qui n'est pas aujourd'hui d'actualité parce que rappelons qu'il n'y a pas de consensus entre les États membres de l'OTAN pour une adhésion de l'Ukraine, en raison d'ailleurs en partie de la pression russe. Ça, c'est un aspect. Après, effectivement, ce qui est martelé aussi par les médias et le président Poutine, qui a lui-même écrit un essai en juillet 2021, dans lequel, publié sur le site du Kremlin, dans lequel il indique que les Russes et les Ukrainiens forment un même peuple. Et il y a beaucoup de déclarations autour de l'idée que finalement, est-ce que l'État ukrainien, qui est indépendant depuis 30 ans, et ce qui a été rappelé, c'est cette indépendance, si je puis dire, volée ou ratée de 1918-1919, est-ce que finalement l'État ukrainien a une légitimité historique? Et là, effectivement, on a véritablement un discours qui va dans ce sens-là. Alors pourquoi il y a une unité côté occidental? Il faut bien voir quand même qu'il y a l'Union européenne, ça forme quand même 27 États, qui d'ailleurs, unité, certains sont plus proches de la Russie que d'autres. La question, par exemple, de la Hongrie, de certains gouvernements, certaines forces politiques, même en Europe. On en a parlé récemment dans le cadre de la campagne électorale en France. Donc, voilà. Ensuite, il y a l'OTAN, où il y a les États-Unis, le Canada, aux côtés des autres membres européens. Et eux, ce qu'ils voient, si vous voulez, c'est que l'Ukraine, elle se développe, elle veut devenir européenne en termes de valeurs, de démocratie, de développement économique. Et bien évidemment, donc il y a un soutien à cela. Et puis, il y a un soutien aussi à la question de la souveraineté ukrainienne. Parce que si on commence, et l'histoire a été rappelée par votre collègue, et elle est importante, si on commence à ne plus respecter la souveraineté des États en Europe, où est-ce qu'on va aller? Mais vous dites en Europe, elle est toujours pas européenne. Enfin, je veux dire, l'Ukraine est toujours pas, ne fait pas partie de l'UE. D'ailleurs, est-ce que c'est envisageable? Parce qu'on en a entendu un peu parler d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Est-ce envisageable? Alors, quand je dis qu'elle est européenne, c'est qu'elle fait partie du Conseil de l'Europe. Oui. Tout comme la Russie d'ailleurs, cette grande organisation qui héberge la Cour européenne des droits de l'homme. Et on pourrait discuter de tout cela, mais qui va de la grande Europe, de Brest à Vladivostok. La question de l'européanité de l'Ukraine n'est pas posée. Par contre, comme vous le dites, tout à fait, elle n'adhère pas. Aujourd'hui, elle n'est pas un État membre de l'Union européenne. Mais ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres côté Russie, souvenons-nous de 2013-2014, c'est bien parce que l'Ukraine va signer un accord d'association avec l'Union européenne. Et même plus loin, ce qui déplaît profondément aux Russes, c'est qu'elle va signer avec cet accord d'association un accord de libre-échange. Et c'est bien ce qui provoque la non-signature par le président de l'époque, provoque une révolution. Il y a un changement de pouvoir, et ce changement de pouvoir va être beaucoup plus pro-européen.
Donc, il y a une perspective d'adhésion à l'Union européenne en Ukraine et une perspective d'adhésion à longtemps. D'ailleurs, je mentionnerai, qui est aujourd'hui, depuis 2019, inscrit dans la constitution ukrainienne. Parce que le conflit, quelque part, a encore plus poussé l'Ukraine vers l'Union européenne et l'OTAN, parce que l'Ukraine recherche aujourd'hui une réelle protection. Avant 2013, elle ne se sent pas menacée par la Russie. C'est un vrai choc pour les Ukrainiens, l'annexion de la Crimée et le soutien russe au séparatisme dans l'est de l'Ukraine. Alors, Hassan Alaoui, que recherche l'OTAN à travers l'adhésion de l'Ukraine à cette organisation? Écoutez, il y a un débat assez contradictoire à ce niveau-là, parce que ce que recherche l'OTAN, c'est justement ce que ne comprend pas M. Poutine. Et moi, je le comprends à la limite. Je dirais qu'il se voit menacé sur ses frontières, n'est-ce pas, par une puissance gigantesque que sont les États-Unis et le bloc de l'Union européenne, par aussi le soutien de certains pays qui ne se prononcent pas, mais qui est réel. Et lui, il voit que tout simplement, c'est une question de stratégie à long terme. Stratégie à long terme parce que, je disais tout à l'heure, qu'il veut absolument reconstituer, si vous voulez, l'empire soviétique, n'est-ce pas, qui a été démantelé et qui reste quand même une grande blessure au niveau du peuple russe, n'est-ce pas? Et pour les Américains, nous avons vécu une phase américaine avec le prédécesseur je dirais, de Trump, c'est-à-dire Obama, qui était à la limite une sorte de mollesse, qui n'a pas réagi à beaucoup de choses. Par exemple, quand il y a eu l'invasion de la Géorgie, il n'a pas très bien réagi comme il faut. C'est Sarko qui est parti lui-même dans la bataille contre ce principe d'invasion, d'agrandissement, d'expansion et tous les termes que vous savez. Et donc aujourd'hui, on vit en même temps cette situation que apparemment Biden, conseillé par certaines personnes qui l'entourent, ne veut pas faire la même bêtise que son prédécesseur démocrate, c'est-à-dire céder, ne serait-ce qu'un pouce. Alors pour certains, il va faire la même chose que son prédécesseur démocrate, c'est-à-dire s'engager dans une guerre. Chose que Donald Trump n'a pas fait pendant son mandat. Oui, mais il ne peut pas s'engager, parce que je rappelle la fameuse phrase de Raymond Aron qui vous dit que guerre improbable et paix impossible, ou l'inverse, je ne sais pas. D'accord? Et nous en sommes là aujourd'hui. Il n'y aura pas de guerre tout de suite, en tout cas, et pas de cette manière, parce qu'aujourd'hui, ce sont les armes nucléaires qui vont évidemment être brandies, n'est-ce pas, au grand désespoir de l'Europe, de toute la planète, n'est-ce pas, de la Chine même, qui est en train de regarder attentive ce qui se passe, etc., qui s'exprime très discrètement, sans le faire, etc., etc. Donc une guerre, pour l'instant, elle était exclue. Les Russes eux-mêmes le disent, la preuve. Les États-Unis aussi, n'est-ce pas? Mais parce qu'il n'y a pas d'alliance avec les Russes aussi, parce qu'on remarque qu'il n'y a pas grand monde qui se met du côté russe. Vous l'avez dit, la Chine reste très prudente. L'ironie de l'histoire, c'est que l'OTAN a même invité tout au départ la Russie d'adhérer à l'organisation. Vous savez ça? Non. Et donc, si, il y a des suggestions ont été faites à la Russie, évidemment, mais c'est tellement grotesque, je dirais qu'aujourd'hui, ça nous pousse à penser différemment. Et le conflit armé, il n'y aura pas de conflit armé, en tout cas, pas tout de suite. Et si jamais il y a un conflit armé, malgré, si vous voulez, les propagandes à droite et à gauche, d'un côté et de l'autre, pour l'instant, les choses se calment et c'est une pause. Mais ça nous renvoie toujours, si vous voulez, comme disait madame, j'allais dire à cette philosophie de la guerre froide qui était la prudence et en même temps la provocation. Tout ce qu'on veut gagner, on le gagne progressivement, par petites touches, si vous voulez répéter. Et nous sommes aujourd'hui, finalement, nous sommes heureux d'apprendre que Poutine retire certaines troupes, pas toutes, mais il restera toujours les problèmes, si vous voulez, bien sûr, de l'Ukraine. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le Donbass, qui va être la région du Donbass qui réagira, et puis la Crimée peut-être un jour, parce que quand même la Crimée a été tout simplement annexée militairement, manu militari, et les Occidentaux n'ont rien pu faire, l'OTAN à plus forte raison. Donc rien n'est figé ici aujourd'hui, simplement une petite pause, je veux dire, c'est ce que je prétends moi, c'est une petite pause pour préparer autre chose. Et vous savez ce qu'a dit le président de la Biélorussie, qui est l'allié suprême de la Russie, il a dit il faut préparer la guerre pour gagner la paix. Et c'était dans cet esprit qu'aujourd'hui la crise ukrainienne s'installe.
Très bien. Bon, après, les débouchés de cette crise peuvent être très divers. Vous avez évoqué un point très important, Hassan Alaoui, et qui est central dans cette crise ukrainienne, c'est la région du Donbass, c'est l'Est de l'Ukraine, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous avez parlé de guerre ou d'armes nucléaires, il y a l'arme politique. Alexandra Goujon, cet appel des députés de la Douma, de la Chambre basse du Parlement russe, de reconnaître l'indépendance des territoires pro-russes, donc le Donbass. Un levier politique de Moscou, un nouveau levier politique de Moscou dans son bras de fer un peu avec les Occidentaux et surtout le rôle des séparatistes là-dedans. Mais ma question, elle est plutôt par rapport à cette annonce, à cet appel des députés qui intervient en parallèle, j'ai envie de dire presque en même temps que cette déclaration du président russe, Vladimir Poutine, eh bien tout simplement de retirer quelques troupes et d'essayer d'apaiser un peu, en tout cas verbalement, les tensions. Pourquoi ce timing? Oui, alors justement, c'est peut-être le hasard, mais en tous les cas, ça montre bien, comme vous l'avez indiqué, les leviers. Il s'agit d'un levier supplémentaire. Et là, il faut bien avoir à l'esprit qu'on a deux processus de négociation en parallèle. Un premier processus de discussion que Poutine a voulu avec les États-Unis sur la question de l'élargissement de l'OTAN, le fait de ne pas donc élargir à l'Ukraine des garanties écrites, etc., diminuer les armes dans l'OTAN, revenir aux infrastructures de 1997, etc. Et puis on a le processus véritablement autour du conflit dans le Donbass qui implique donc la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Et c'est aussi dans ce cadre-là que Emmanuel Macron s'est rendu à Moscou puis à Kiev et que Olaf Scholz s'est rendu à Kiev puis à Moscou ces derniers temps. La Russie veut obtenir quelque chose que l'Ukraine se refuse à faire aujourd'hui, c'est-à-dire un dialogue entre les autorités ukrainiennes et les autorités séparatistes. Et pour cela, en gros, la Russie joue depuis le début une sorte de double jeu. C'est-à-dire que parfois elle dit « ça ne nous concerne pas, c'est un conflit interne, les Ukrainiens doivent discuter avec les séparatistes, on n'a rien à voir là-dedans, on ne peut être que des médiateurs, des facilitateurs au mieux, sachant que, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, ces territoires séparatistes sont soutenus financièrement, militairement par la Russie, et que depuis 2019, il y a un système de passeportisation, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour les habitants de ces deux territoires séparatistes, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, ont la possibilité d'obtenir la citoyenneté russe. Donc en fait, il y a quelque part une intégration de fait par la Russie, mais la Russie, en gros, montre qu'elle n'est pas impliquée. Et puis, si on va vers un peu de résolution ou de dialogue, la Russie va s'imposer et imposer, on va dire, ses propres conditions. Donc en fait, cette demande de reconnaissance que vous avez évoquée par les députés, d'abord, Poutine s'en détache un tout petit peu. Il en a parlé hier à sa conférence de presse en disant ah oui, c'est une décision des députés, les députés sont à l'écoute de l'électorat, et donc il l'a justifié de cette manière-là, mais il a rappelé que pour lui, les accords de Minsk, en quelque sorte, étaient prioritaires. Il y a deux volets, il y a deux épisodes dans les accords de Minsk, si on pouvait juste rappeler les accords de Minsk 1 et les accords de Minsk 2, et déjà pourquoi ils ont tout simplement échoué à mettre fin à ce conflit. Oui, alors les accords de Minsk, il a Minsk 1 septembre 2014, Minsk 2 février 2015. C'est deux moments clés en fait de cette histoire du conflit, très meurtrier à ce moment-là. Et en fait, à chaque fois que, on va dire, il y a eu négociation de ces accords, l'Ukraine était en position de faiblesse, puisqu'il y avait des batailles sur le terrain. En fait, au courant de l'été 2014, l'Ukraine a réussi à récupérer des territoires,
Et sous l'aide notamment de la Russie, les séparatistes ont réussi en approvisionnement militaire, en quelque sorte, à contrer cette contre-offensive. Et à chaque fois, donc, c'est à ce moment-là que l'Ukraine a négocié, de peur justement que l'offensive aille beaucoup plus loin, quelque part, que là où elle se trouvait. Donc les accords de Minsk II, l'Ukraine est en position de faiblesse, donc elle signe cet accord. Et en fait, il y a une interprétation différente aujourd'hui. Pour essayer d'être brève, la Russie dit il faut que l'Ukraine reconnaisse l'autonomie politique et organise des élections dans le Donbass. Priorité numéro 1. Les Ukrainiens disent aujourd'hui, on a dans le Donbass, on va dire, une militarisation, on a une militarisation du Donbass, on a des combattants, on a des tirs, on a aussi des chefs de guerre, et on ne peut pas organiser dans ces conditions une autonomie politique et des élections. Donc l'Ukraine demande de pouvoir récupérer le contrôle de sa frontière extérieure et donc une démilitarisation avant l'autonomie politique. Et c'est sur cette interprétation là que ça bloque depuis le début. Et les Ukrainiens donc ne reconnaissent pas aujourd'hui la légitimité politique des dirigeants de ces territoires séparatistes. Et n'oublions pas qu'en Ukraine, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en Ukraine, on considère qu'il y a aujourd'hui à peu près 400 000 vétérans, on a des familles endeuillées de soldats, et l'idée, si vous voulez, de discuter avec des personnes qui ont été impliquées dans les combats, c'est profondément aujourd'hui impopulaire en fait en Ukraine. Et lorsque Zelensky est arrivé au pouvoir en 2019, quand il a commencé à relancer d'ailleurs le dialogue avec la Russie, il y a eu un sommet de ce qu'on appelle le format de Normandie, France, Allemagne, Ukraine, Russie, en décembre 2019 à Paris. Il y a eu des manifestations à Kiev en disant attention, le président ne doit pas dépasser les lignes rouges, avec des pancartes, non à la capitulation. Donc la société ukrainienne est aussi derrière, si je puis dire, le dirigeant qui en quelque sorte ne peut pas tout se permettre. Absolument. Hassan Alloui, peut-être, je voyais que vous acquiesciez et que vous aviez peut-être quelque chose à ajouter. Moi, je reviens sur cette, j'allais dire, l'adoption de ce texte par la Douma, concernant ce qu'a dit Madame et tout ça. Ça relève, à mon avis, non pas que Poutine soit un petit peu qu'il s'en foute, pardonne-moi le mot. Au contraire, c'est une dialectique, je dirais, léniniste même, c'est-à-dire un langage manichéen. Ce que je ne fais pas ou je promets, la Douma peut le réclamer. Et donc, c'est-à-dire le peuple. Et c'est comme ça. Et il a laissé entendre justement, je veux dire, ce genre d'argument, parce que tout simplement, il dira que de toute manière, je ne peux rien, moi, surtout cette partie, si vous voulez, de l'indépendance des territoires, c'est la Douma qui réclame aujourd'hui, je dois m'incliner. Et il laisse cette porte ouverte pour que demain après-demain, il peut invoquer, je veux dire, il peut reprendre, oui, et agiter l'épouvantail que moi je suis condamné à suivre ce que le peuple décide. La démocratie. Et vous allez voir, il y aura une pression dans ce sens très 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 bientôt. C'est-à-dire qu'il pourrait même revenir sur une décision qu'il aurait prise. Car finalement, ce sont des députés qui réclament cela. Tout à fait. Et ce que je sais par la main droite, d'autres le réclameront si vous voulez, par la main gauche. Et c'est comme ça. C'est un conflit qui ne va pas s'arrêter là, tout de suite, malgré les paroles, malgré... ça nous rappelle tout simplement les années de la guerre froide, quand évidemment Khrouchtchev et Kennedy étaient dans un affrontement terrible, total, et qu'ensuite on en est arrivé, si vous voulez, à l'époque où la guerre froide, c'était simplement du double langage. Et c'est le double langage qui ressurgit aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Et vous allez le voir. Parce qu'il y a deux légitimités. Il y a une volonté d'imposer des républiques séparatistes, n'est-ce pas, par rapport, qui grignotent déjà l'Ukraine. Et en même temps, il y a un discours qui est complètement, je veux dire, pardonnez-moi l'expression, démagogique par rapport aux Occidentaux qui, évidemment, sont là avec leur pression. Mais est-ce que cette pression-là, elle a réellement un sens aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut vraiment avoir surtout un résultat concret sur le terrain? Est-ce que ces pressions-là, est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a eu un certain rétropédalage du côté russe?
ou ces efforts diplomatiques, comme ça a été Vous cité savez, dans un quotidien français, par coup de fil, n'a pas réellement abouti. Pardonnez-moi, le rétropédalage, c'est tout simplement au niveau, si vous voulez, de l'actuelle phase, c'est-à-dire de retrait des forces, tout simplement, mais pas au niveau du discours réaliste, si vous voulez, de la réelle politique russe qui doit être, je veux dire, exprimée. Le problème restera majeur, restera fondamentalement, parce que la Russie fera toujours pression. C'est un recul stratégique, tout simplement, ou tactique, appelez ça comme vous voulez, mais c'est comme ça. Et j'allais dire, à la limite, c'est compréhensible, parce qu'il n'y a pas d'autre, on ne peut pas aller à la guerre, donc on use un petit peu des stratégies, un petit peu de retrait, ce que, tout simplement, de la parole donnée donc, aux Occidentaux, et en même temps, de la double action qui est menée en sourdine. Voilà, tout simplement, c'est ça. Alors, quelles seraient les conséquences, justement, sur l'unité européenne? Est-ce que vous pensez que tout le monde serait encore, comme c'est le cas aujourd'hui, sur la même longueur d'onde dans les semaines, voire les mois qui viennent? Non, mais c'est la tension qui va régner encore, parce que tout simplement... Au sein même de l'Europe, au sein même de l'Union européenne? Parce que tout simplement au sein de l'Europe, et madame ne me contredira pas, et aux États-Unis, il y a un processus, si vous voulez, de changement politique, de majorité politique, des élections, c'est des démocraties. Demain, il n'y aura peut-être pas le même Biden ou Boris Johnson, ou même voire le même Macron, vous savez. Et tout ça, il faut tenir compte de, si vous voulez, de ce paramètre des changements intrinsèques qui accompagnent la politique, je veux dire, des Occidentaux, n'est-ce pas? Et évidemment, Poutine n'est pas dans le même cas, parce que Poutine, c'est un pouvoir, je ne dirais pas absolu, mais c'est un pouvoir qui perdurera encore, tout simplement. Et c'est lui qui a aujourd'hui, pardonne-moi, je vais le dire, c'est lui qui a les cartes. Il s'est introduit dans un débat, j'allais dire, intercontinental, atlantique, lui. Et il est presque le faiseur de roi, pardonne-moi l'expression, c'est comme ça. Oui. Alors, Alexandra Goujon, ceci étant, est-ce que vous pensez que la pression économique, et en l'occurrence gazière, pourrait faire changer d'avis certains États qui dépendent de ce gaz russe? États européens, bien naturellement, pour que je précise. Avant d'arriver à la Turquie, nous allons évoquer le cas de la Turquie après aussi. Mais par rapport à cette unité de l'UE déjà. Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais quand même rappeler des petites choses, puisqu'on a quand même parlé de sanctions. Hein, et il faut bien savoir qu'aujourd'hui, il y a deux volets de sanctions. Hein, c'est-à-dire, il y a déjà des sanctions politiques et économiques à l'égard de la Russie depuis l'annexion de la Crimée, donc sanctions en mars 2014, et par rapport au soutien des Russes, donc des républiques séparatistes, donc à partir de juillet 2014. Oui. Et ces sanctions, en fait, existent. Elles sont renouvelées, hein, parce qu'on pense que les choses peuvent changer. Et ce sont des sanctions, d'ailleurs, qui existent de l'Union européenne vers la Russie. Il y a aussi des sanctions de la part des États-Unis, de l'Australie, du Japon, d'un certain nombre de pays. Donc, ces sanctions existent. Et alors, la question, si vous voulez, la question du gaz... C'est une question un peu, j'allais dire, complexe. On a beaucoup parlé de guerre du gaz, notamment parce que la Russie, en coupant le gaz à plusieurs reprises à l'Ukraine, a entraîné des coupures de gaz en Europe. Hein. Et donc, l'Union européenne montait au créneau justement pour qu'il y ait des résolutions de gaz entre l'Ukraine et la Russie. Les choses ont un petit peu changé depuis 2014. Hein. L'Ukraine ne s'approvisionne plus par la Russie, mais par contre, la Russie passe par l'Ukraine pour faire transiter son gaz vers l'Union européenne. Elle passe aussi donc par Nord Stream 1. Nord Stream 2. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est autour de Nord Stream 2, qui est donc un gazoduc qui va directement de la Russie vers l'Allemagne. Et ce Nord Stream 2 qui est terminé. Hein. Aujourd'hui, il y a tout un processus de certification. Hein. Mais les Américains ont levé les sanctions extraterritoriales qui pesaient sur ce gazoduc à l'été 2021. Hein. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va entrer en fonction ou pas? Les Ukrainiens militent, mais pas que les Ukrainiens, les Polonais par exemple, ou les Baltes, militent pour que ce ne soit pas le cas.
Hein, parce que les Ukrainiens disent qu'en fait, non seulement ça leur fait perdre de l'argent parce que le gaz transitera beaucoup moins par leur pays, et deuxièmement, ça rendra le pays plus vulnérable. C'est-à-dire, si la Russie n'a plus besoin de faire passer son gaz, il devient, si je puis dire, une proie plus facile. Donc il y a des enjeux, on va dire, sécuritaires. Mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est que si la Russie vend du gaz à l'Union européenne, elle en tire aussi des dividendes. Elle en tire une ressource financière. Donc, est-ce qu'elle est prête, si je puis dire, à cela? Hein, donc, c'est pas, si je puis dire, c'est un échange. Hein, donc, elle sera elle-même victime, quelque part, du fait de couper le gaz, hein, puisqu'elle ne pourra pas tirer de ressources de ces coupures de gaz. Mm-hmm. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'Union européenne peut diversifier son approvisionnement? Il y a aujourd'hui dans l'Union européenne une très grande question quand même sur le fait que l'Union européenne est trop dépendante en fait du gaz russe et la Russie n'étant pas un partenaire suffisamment fiable, il faut diversifier. Mais en dehors de la question du gaz, je pense qu'il n'y a pas que des intérêts économiques et votre interlocuteur en plateau l'a mentionné. Hein. On parle d'ailleurs, y compris dans l'Union européenne, de forces qu'on qualifie un peu de pro-russes ou de compréhension qui sont compréhensives à l'égard de la Russie. La position allemande, justement, puisque voilà. Vous parlez de cela, la position du nouveau chancelier allemand, elle reste quand même assez mitigée, voire même presque neutre, j'ai envie de dire. Alors oui, parce qu'en fait, d'abord, l'Allemagne est dans une situation un petit peu particulière. C'est un nouveau gouvernement, c'est un gouvernement de coalition dont on sait qu'il y a des opinions pas nécessairement convergentes, on va dire, même parfois divergentes sur cette question. Et donc, il y a un ajustement à trouver interne pour que ces voix divergentes ne s'expriment pas trop publiquement. Hein. L'autre aspect, c'est que effectivement, l'Allemagne a plutôt milité pour que ce gazoduc puisse fonctionner et puisse approvisionner l'Union européenne. Ça a été une demande faite par le gouvernement précédent. Donc, vous voyez, il y a cette histoire effectivement de continuité de la position allemande, alors qu'il y a un changement de gouvernement et un ajustement à trouver par rapport à cela. Très bien. Donc les positions européennes, Hassana Alaoui, peut-être quelque chose à ajouter. Et aussi, j'aimerais bien vous interpeller sur la Turquie, sur la position aussi turque. Parce qu'on voit que la Turquie, elle a bien sûr des intérêts purement économiques et très lucratifs avec l'Ukraine. Il y a aussi sa position, et bien sûr elle fait partie de l'OTAN, et sa position aussi avec la Russie. La Russie, tout à fait. Et ses intérêts avec la Russie. Donc peut-être une réaction sur déjà les pays européens. Sur le gaz, si vous permettez. Ça fait 15 ans que ça dure. Vous savez qu'aujourd'hui, le nucléaire, c'est ce que préconisent certains, mais par rapport à cette histoire, le nucléaire, il est appelé à disparaître tout simplement, alors que certains le réclament pour justement compenser. Et la Russie, quand je disais tout à l'heure que la Russie est au centre de cette histoire, de vraiment ce processus incroyable, c'est qu'elle tient l'Europe, comme vous le disiez, comme le répète maintenant. Elle tient l'Europe parce que tout simplement, comment maintenant aujourd'hui les Européens vont devoir réfléchir pour trouver un substitut au gaz russe. Et ça nous paraît impossible tant que justement des conflits comme ça, j'allais dire pas entre guillemets marginaux, mais exponentiellement dangereux existent et qui, évidemment, mettent surtout la géopolitique, je reviens toujours à ce mot, en jeu. Et surtout, la géostratégie de Poutine. Et Poutine, l'histoire, à la limite, l'histoire du gaz, elle est, évidemment, Madame l'a rappelé, c'est un enjeu économique considérable, mais à la limite, il est, dans son horizon à lui, c'est dépassable. Parce que ce qu'il voit, c'est le retour de l'Empire soviétique, avec d'autres qualificatifs, et aussi la perspective de rétablir la puissance de son pays, parce que maintenant, le jeu est devenu triangulaire avec la Chine, et peut-être même à 4 avec l'Union européenne si un jour. Et donc c'est ça, c'est le souci de Poutine, c'est tout simplement de constituer un petit peu, de reconstituer les forces d'antan, je veux dire, d'autrefois, et de rétablir
dans sa prédominance et ses valeurs, si tant est qu'on puisse en croire qu'il y en ait, de la Russie soviétique, de la Russie aujourd'hui. Et c'est ce qui nous fait parler de la Turquie, parce que la Russie reste aussi fournisseur de la Turquie en gaz naturel. Mais elle fait aussi, enfin en tout cas la Turquie, le gouvernement turc fait aussi du business, j'ai envie de dire, avec l'Ukraine, du business très lucratif. Vous savez, la politique turque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au nouveau président, donc, qui est encore renouvelé dans son mandat, a toujours fonctionné par le biais du commerce et de l'économie. Intérêt économique, tout à fait. Tout simplement, il n'y a pas d'état d'âme. Mais là, pour le coup, il a des intérêts économiques des deux côtés, du côté ukrainien et du côté russe. Et là, justement, il a même, je pense, qu'on m'a dit qu'il a essayé, si vous voulez, d'intercéder entre les deux. Arrivera-t-il ou pas? La puissance maintenant turque, elle réside dans une sorte, si vous voulez, de double jeu, à la fois avec l'Occident qui, quelque part, l'OTAN dont il fait partie, et en même temps l'Occident qui ménager juste ce qu'il faut et mépriser à la limite, et évidemment la puissance russe, l'élément soviétique auquel il veut, je veux dire, apporter un petit peu un soutien discret, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a eu j'allais dire, une crise entre la Turquie et la Russie il y a 3 ans par rapport à, si vous voulez, à des bombardiers qui sont allés frapper la Turquie et que, évidemment, M. Erdogan n'a pas accepté du tout. Donc, il serait intéressant de suivre un petit peu ce que va dire jusqu'à présent. C'est motus et bouche cousue, les Turcs. Les Turcs, oui. Il n'y a pas de déclaration officielle parce qu'ils sont gênés aux entournures. Et donc, on attendra peut-être quelque chose d'ici quelques jours. Alexandra Goujon, une réaction. Est-ce que la Turquie a réellement un rôle à jouer, que ce soit sur le front diplomatique ou encore tout simplement pour dissuader, n'est-ce pas, la Russie à entamer cette invasion de l'Ukraine? Alors, je pense qu'elle n'a surtout pas le pouvoir de dissuader la Russie. Par contre, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit sur le fait de jouer sur plusieurs tableaux. La Turquie n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée. La Turquie borde la mer Noire. Elle n'a pas intérêt à ce que la Russie monopolise ou domine de manière trop importante tout ce qui se passe en mer Noire. L'Empire ottoman a été présent en Crimée. Il y a une population des Tatars de Crimée qui est musulmane dans cette région. Donc voilà, ça donne, on va dire, un certain nombre de critères pour en fait être plutôt du côté de l'Ukraine. Il y a eu un certain nombre de visites entre Erdogan et Zelensky, hein, et ce qui a pu d'ailleurs un peu agacer les Russes, c'est le soutien, notamment en drone de la Turquie, hein, vis-à-vis de l'Ukraine, avec cette idée d'ailleurs que ces drones qui sont produits aujourd'hui en Turquie seront produits en Ukraine à travers une coopération économique conjointe turco-ukrainienne. Donc voilà, effectivement, Erdogan a commencé à évoquer le fait que si le format de Normandie dont je parlais était bloqué, pourquoi ne pas tenter quelque chose avec une médiation turque? Je pense qu'aujourd'hui, le format de Normandie, enfin pour l'instant, les acteurs en tous les cas n'ont cessé pour l'instant de rappeler que c'était le seul format possible. Alors voilà, est-ce qu'on va vers un autre format? Ça me paraît peu probable. Les Russes, au contraire, insistent pour rester dans ce cadre. Et j'allais dire, les Ukrainiens résistent pour le modifier à la marge, mais avec peu de succès. Bien sûr, Hassan Alaoui. Ce que j'allais dire, le président français n'a pu réussir à faire, ou évidemment encore le chancelier allemand, n'est-ce pas, ou même la majorité, parce qu'en Allemagne, il y a deux pouvoirs en fait. Il y a le pouvoir, si vous voulez, du chancelier, et puis il y a évidemment le président de la République et tout ça qui agit à sa manière, etc., etc. Des relations très profondes, historiques même, avec la Russie. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le comportement de Poutine? Non. Macron, c'est pareil.
Boris Johnson, c'est pareil, Biden lui-même. Donc, est-ce que le président turc va réussir quelque chose qui le dépasse complètement? L'enjeu, je veux dire, même géographique, est important, si important que, et Madame a rappelé que l'Ukraine, c'est quand même une espèce de mosaïque depuis son histoire, depuis le VIe siècle de notre ère. C'est une mosaïque où les Tartares sont passés, les Turcs, les Scandinaves, parce que c'est les Scandinaves qui ont créé l'Ukraine. Et tout ça, tout ce mélange un petit peu est toujours là, vivant, il ressort maintenant, parce que c'est un petit peu l'identité culturelle qui devient aussi identité politique, n'est-ce pas, par rapport aux forces voisines dans la Russie, pardon. Et donc, ce que essaiera ou tentera de faire M. Erdogan ne pourra pas passer par rapport à ce qui existe aujourd'hui, cette menace permanente. Très bien. Alors, de manière beaucoup plus internationale, quels sont j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un effet domino? Quelles sont les répercussions? Voire même, ce conflit en Ukraine ne reflète-t-il pas déjà une tension qui soit aujourd'hui sur le volet géopolitique et géostratégique international? On voit l'expansion, par exemple, ne serait-ce que, par exemple, en Afrique ou dans d'autres contrées, mais en Afrique en l'occurrence, l'expansion russe commence à faire peur, ou en tout cas à inquiéter les Européens. Alexandra Goujon, vous pensez que cette crise ukrainienne ne cristallise-t-elle pas finalement cet expansionnisme russe et la réaction un peu irritée de l'Europe, des Occidentaux de manière générale, face à cet expansionnisme? Oui, je pense que vous avez raison. En fait, l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, quand même, fin des années 90, ça commence à dater. Et l'intervenant en plateau l'a bien précisé, c'est l'idée de la restauration de la puissance russe. Donc cette restauration, elle passe par une restauration de la puissance dans le pays lui-même. Mais elle passe également par une restauration de la puissance au niveau régional, hein, dans la région européenne. On l'a vu avec la crise ukrainienne, mais aussi au niveau international. Hein. La Russie est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et on a vu notamment cette espèce de division récemment. Fin 2021, Biden a organisé un sommet de la démocratie. Il y a eu une contre-réaction russo-chinoise à ce sommet, et donc effectivement on perçoit en fait une sorte de recomposition, mais on a vu aussi le pouvoir russe. Vous parliez de l'Afrique, on peut parler de la Syrie d'ailleurs. Je crois que le ministre de la Défense russe est aujourd'hui en déplacement en Syrie, donc on voit bien comment effectivement le pouvoir russe cherche en fait à avoir une assise sur différents continents, et sans doute que l'Ukraine n'est qu'un des éléments de cette volonté de présence russe au niveau international. Réaction Hassan Alaoui. Alors rapide, je suis d'accord avec Madame, c'est très pertinent. Je voudrais juste dire une chose, c'est que nous sommes en train de vivre, bien sûr, la guerre froide inédite, mais une guerre à trois, tout simplement, ou plutôt une guerre de 2 contre 1. Oui. C'est-à-dire 2 grands pays que sont la Russie et la Chine contre les États-Unis, un pays. N'est-ce pas? Pour l'instant, l'Europe, elle est éclipsée parce que... Bon, l'UE n'existe pas dans ce triptyque. Dans le débat, elle n'existe pas, n'est-ce pas? Et donc, il y a si vous permettez, une tripolarité ou une tripolarisation de l'état du monde, tout simplement. Et on va aller vers ça, parce que Madame a rappelé la présence, et vous aussi, Madame, de la Russie en Afrique. C'est très important, n'est-ce pas? Ce n'est pas uniquement ce symbole funeste des Wagner, c'est surtout autre chose. C'est l'installation de 2 puissances que sont la Russie et la Chine en Afrique, et que, évidemment, les États-Unis n'ont pas conscience de ce qui se passe par rapport à cette implantation, ce duopole qui est en train de s'installer visiblement, avec des forces nouvelles, des idées, des projets économiques, etc., etc. C'est la même mise, tout simplement. Et le fait, moi, ce qui me choque, c'est que quand le gouvernement malien demande, le départ de l'ambassadeur de France, alors que quand même, la France, c'est son fief, si vous voulez. C'est une force
une présence historique et des projets, un engagement et tout, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la France, elle était, je veux dire, elle est presque décomposée à partir du moment où certains, dans l'opinion publique française, acceptent cette démission, entre guillemets. C'est très grave, c'est très grave, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue une peau, si vous voulez, une peau de chagrin, ou bien une peau de léopard, où s'installent un petit peu les forces militaires, Wagner d'abord, comme avant. Comme avant, pour le colonialisme, c'était les militaires qui précédaient les politiques ou les administrateurs. Et c'est ça, aujourd'hui, le destin de l'Afrique. Et c'est aussi ça, le nouvel enjeu géostratégique des trois grands. N'est-ce pas? Alors vous dites les trois grands, justement il nous reste juste une petite minute. J'ai vu la réaction de Alexandra Goujon quand vous parliez un peu du fait que l'Union européenne, que l'UE soit éclipsée un peu de ce triangle Russie, Chine, États-Unis. Une réaction pour terminer, Alexandra Goujon. Oui, je trouve que, en fait, moi je ne pense pas que l'Union européenne soit si faible, en fait, mais soit si faible parce que, effectivement, alors là où elle est faible, c'est qu'il n'y a pas d'armée européenne. On est bien d'accord, ce n'est pas une puissance militaire, hein, mais l'Union européenne reste quand même une puissance commerciale, une puissance économique. Et puis, n'oublions pas quand même que dans l'OTAN, il y a des États européens. Alors, je sais bien qu'en termes de force, là encore, les États-Unis, on va dire, dominent, mais je pense que les Européens, voilà, ne sont ni, on le voit d'ailleurs dans ce dialogue, ne sont ni complètement sous la coupe des États-Unis, malgré ce qu'on croit. Et puis, il y a vraiment aussi parfois des divergences, où voilà, c'est une composition d'États. C'est aussi ça, je pense, qui en fait une certaine faiblesse. La réaction n'est pas la même dans l'Union européenne. C'est 27 États, il faut qu'ils se consultent pour avoir une réaction commune. Donc effectivement, c'est pas la même chose qu'un chef d'État qui décide, et comme en Chine ou en Russie, où la prise de décision est quand même beaucoup plus facile. Et ça a bien été rappelé, ce caractère démocratique qui parfois peut être bien évidemment une faiblesse. Mais voilà, je pense qu'effectivement l'Union européenne a des cartes à jouer. Elle a sans doute pas suffisamment utilisé un certain nombre de cartes. Mais voilà, quelles sont les cartes qui lui restent justement, et notamment par rapport à cette crise ukrainienne. Juste pour terminer en quelques mots, Alexandra Goujon, quelles sont les cartes qui restent à l'UE? L'UE, justement, comme elle n'est pas, si vous voulez, elle n'a pas une volonté qui parfois, on a accusé les États-Unis, notamment sous la présidence Bush, d'avoir une volonté aussi expansionniste. Les Européens aujourd'hui ne sont pas expansionnistes, et c'est ce qui fait aussi qu'ils sont parfois dans une certaine faiblesse. On parle de l'Afrique, mais il faut savoir qu'aussi les Français regardent un petit peu ce qu'ils font et ce qui peut être jugé parfois comme étant des formes d'expansionnisme. Donc je pense que justement ils ont une position peut-être un petit peu plus mesurée, et d'ailleurs n'oublions pas que la rencontre en fait qui a eu lieu entre Macron et Poutine, c'est-à-dire que c'est bien un Européen qui s'est rendu à Moscou avant Olaf Scholz. Alors voilà, après bien évidemment face à ce qui a été dit, déjà je vais pas le répéter, face à une détermination russe et face à un pouvoir autocratique, finalement, effectivement, les démocraties ou l'Union européenne, n'ont pas les mêmes leviers. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de faire pression sur un pouvoir de ce type, pouvoir russe qui aujourd'hui donc est, comme vous l'avez rappelé, expansionniste. Merci beaucoup. D'ailleurs, je rappelle, n'est-ce pas, que vous êtes également auteur, n'est-ce pas, d'un ouvrage sur l'Ukraine. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette émission parce que j'ai beaucoup appris en votre compagnie, Alexandra Goujon. Donc, un essai intitulé « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre ». Merci beaucoup, Alexandra Goujon. Merci de vous être joint à nous dans cette émission Questions d'actu depuis Paris. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Hassan Alaoui. Merci. C'était un plaisir, encore une fois, renouvelé d'échanger avec vous. Merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité. Très bonne soirée à tous.